Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez, mais les participants en, en vidéo n'ont pas de son. C'est bon? C'est bon? Léna, tu nous entends? Oui, c'est bon, on nous entend, on vous entend. Alors, du coup, on a affaire à un tableau spécifique, donc vous pouvez évoquer la tuberculose avec son antécédent, sa notion un peu floue, bon voilà, le VIH, un cancer, des troubles endocriniens et électrolytiques. Voilà, on va voir, on va développer tout ça. Donc, pour l'instant, on le stoppe ce patient, on l'hydrate avec du NA en débit libre, on le resucre avec une ampoule de G30 parce qu'il était quand même en glycémie, pas de cétose, on ne pas précisé. Donc, un bilan large qui correspond un peu à toutes nos hypothèses diagnostiques. Donc, une NUM, une coag, une P2, un BHC, des gaz et les séros et le bilan un ECG, une radio de thorax pour bilan aussi, c'est en tuberculose. Alors, la radio de thorax, elle est celle-ci. Bon, il y a des remarques. Non, sans particularité. Donc, a priori, pas de séquelles tuberculose ou tuberculose de manière active. Le CG, celui-ci. Est-ce que vous voyez des choses particulières? C'est un ECG normal. C'est large, ok, donc on est d'accord, il y a un allongement du PR, un PAV1, il y a un allongement également du QRS, donc un bloc de branche gauche, et des ondes de T qui sont amples et pointues. Donc, en effet, ça fait évoquer plutôt un ECG d'hyperkaliémie. On rappelle des signes ECG d'hyperkaliémie. Donc, ça fait des ralentissements de conduction à tous les étages. Donc, à l'étage atrial, ça peut donner des bradycardies sinusales, des blocs sino-atriales. À l'étage fonctionnel, des BAV de tous les degrés, même des BAV complets. Et à l'étage ventriculaire, voilà, ça donne des lobes de branche qui sont assez atypiques en durée et en forme. Bon, juste le petit moyen que tout le monde a en tête, je pense, la tête pointue du grand-père et l'article curé. Donc, le bilan biosort, donc on a une NUM qui est relativement normale, ça n'a pas d'hyperleucocytose, un hématocrite un petit peu augmenté, le iono retrouve une hyponatrémie à 126, hyposmolaire, une calcémie corrigée normale et une hypercalémie à 6,5. Une insuffisance rénale grossièrement aiguë avec une part fonctionnelle, c'est une patient qui n'a pas d'antécédent IRC, la glycémie qui correspond à ce qu'on avait, pas de CRP, une albuminie à 30, une patient qui est déjà concentrée, donc il est nutri. La gazo retrouve une acidose métabolique, un pH à 7,2, des bicarb à 14, avec une compensation partielle respiratoire avec une PaCO2 à 25, donc il n'y a pas de lactate. Donc, on a la confirmation biologique de cette hyperkaliémie. On va faire un traitement médical de cette hyperkaliémie non menaçante, mais avec des signes ECG. Du coup, premièrement, voilà, premier des signes ECG, gluconate de calcium. Je rappelle que ça ne va pas abaisser la kaliémie, ça va juste les troubles du rythme. Donc, c'est une ampoule de 10 ml en IVL. On peut ensuite faire un protocole insuline rapide, 10 unités dans le G10 dans un pochon de 250 ml. On peut faire aussi 30 unités dans le G30. Et ensuite, à discuter donc, le salbutamol 1 mg et surtout le bicarbonate de sodium qui a une indication dans cette hyperkaliémie avec une acidose métabolique surannotée. Sachant qu'on se rappelle qu'il ne faut pas utiliser le bicarbonate de sodium dans un contexte d'OAPI et qu'il ne faut pas non plus, c'est une contre-indication parce qu'il y a un risque de rétention et d'oxodé, et il ne faut pas non plus l'utiliser en même temps que le gluconate parce qu'il y a un risque de précipitation. Donc, c'est à faire un petit peu en différent. OK. Par rapport à ce qu'on avait, donc je vous rappelle une acidose métabolique relativement importante. On va, comme dans toute acidose métabolique, raisonner sur le trou anionique. Le trou anionique, je rappelle, c'est la somme des cations moins les anions. Ça permet de doser un acide qui est indosé dans le sang et donc voir s'il y a un acide supplémentaire. Donc là, on calcule, un médicament, effectivement. Donc,
On a un 3 unique, donc normalement avec le potassium qui est autour de 16. Là qui est à 13, donc on est dans les acidoses métaboliques à 3 unique, normal ou diminué. Donc par rapport aux étiologies, on ne va pas être dans les acidoses métaboliques à 3 unique augmentées, c'est souvent donc, il y a un acide justement dosé, soit les lactates dans les actifs, soit les corps cétoniques dans l'acide diérétique, ou les intoxications au méthanol, tout ça. Donc là, on n'est pas dans ce cas de figure. On est dans un cas de figure plutôt, non pas d'un excès d'H+, mais d'une perte de bicarbonate. Maintenant, il faut savoir si cette perte de bicarbonate, elle est plutôt rénale ou bien digestive ou bien extra-rénale. Donc pour ça, on évalue la fonction rénale, la réponse rénale, qui est évaluée par le 3 unique urinaire. Donc c'est un peu la même chose. Mais pour ça, il faut un immuno-U qui sort. Donc, on voit qu'il y a une natriurèse qui est à 58. Donc, il y a une perte rénale de sel. Donc, une réponse qui paraît inadaptée pour ce patient qui est déjà en hyponatrémie. Une kaliurèse à 10, donc pareil, il n'épuise pas son potassium. Donc, c'est inadapté. Voilà, une osmolarité urinaire qui est quand même assez importante. Donc, un 3 unique urinaire au final qui est autour de 38. Et donc là, en fait, le 3 unique urinaire, juste pour un petit point d'explication, évalue l'ammoniogénèse du rein. C'est un mécanisme de tamponnement des acides au niveau rénal. Quand il y a un excès du coup d'acide, quand il y a un cas d'acidose métabolique, le rein va produire plus d'ion ammonium parce qu'il va tamponner les H+. Et ça, du coup, ça va être un cation qui va être indosé, donc ça va être un 3 unique qui va être inférieur à 0. Là, on est dans un 3 unique qui est supérieur à 0. Donc, on a une réponse rénale qui est totalement inadaptée, parce qu'on avait déjà fait. Et donc, ça nous amène sur les étiologies. Donc, plutôt, donc on est dans ce cas de figure-là, hein, un 3 unique, donc on est un TA inférieur à 16, donc voilà, hyperchlorémie par compensation du chlore sur la perte de bicarbonate, TA urinaire supérieur à 0, avec une réponse rénale du coup, qui ne produit pas assez d'ammonium. Et donc, on arrive sur les acidoses tubulaires. Alors, les acidoses tubulaires, un petit mot rapide. On a 3 grands types. Donc, le type 2, qui est en fait un défaut de réabsorption tubulaire proximale, ce qu'on va retrouver principalement dans le syndrome de Fanconi, donc qui ne réabsorbe pas assez les bicarbonates. Le type 1, donc c'est lié à l'absence de sécrétion de H+, donc qui au final correspond aussi à une absence de réabsorption d'H3-. Donc le mécanisme c'est le même. Pour chaque H+ excrété, il y a un H3- qui rentre. Et le type 4, c'est le plus fréquent en termes de prévalence. C'est aussi le seul qui est associé à une hypercalémie, alors que les autres sont avec des hypocalémies, et sont donc le plus souvent liés à un mécanisme d'hypominéralocorticoïsme, d'hypoaldostéronisme. Donc voilà, et les étiologies, c'est un petit peu tout ça. Bon, ça va être surtout celle-ci qui va nous intéresser, parce que par rapport à notre cas de figure. Voilà. Donc une fois qu'on a raisonné un petit peu sur le plan biologique, on a avancé un peu dans notre démarche étiologique, mais malheureusement, ah oui, hyponatrémie. Donc, on raisonne rapidement sur l'hyponatrémie. On a dit que c'était une hyponatrémie à 126 qui était hyposmolaire. Donc, on a éliminé donc, les hyponatrémies hypertoniques par des osmoles autres, comme une hyperglycémie ou isotonique. Ensuite, on évalue l'état clinique, l'état de volémie clinique du patient. Donc, lui, il est plutôt en hypovolémie. On a insisté sur la déshydratation extracellulaire. Donc, une hyponatrémie hyposmolaire avec hypovolémie clinique. Pareil, on va au iono urinaire avec une osmolarité urinaire augmentée et une natriurèse augmentée. Donc, encore une fois, une réponse rénale qui est inadaptée. Et là, dans les causes, les diurétiques, donc c'est un patient qui a une passion diurétique, donc tout ça, ça. Insuffisance minéralocorticoïde, on garde ça en tête. Diurèse osmotique, il n'y a pas de raison. Et nécrose tubulaire aiguë, bon, ça rapproche un petit peu ce qu'on a tout à l'heure avec les acidoses tubulaires. Et là, le syndrome de perte de sel. Donc, il n'y a pas de raison non plus. OK. Et bien, malgré tout ça, enfin, pendant qu'on a réfléchi, le patient s'est dégradé cliniquement. Du coup, c'est un patient qui est maintenant confus, qui a des signes de choc. Il est marbré, il a une déférence hémodynamique majeure. Donc là, on peut parler de choc hypovolémique. Et à ce moment-là, du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme diagnostic? Non. Personne? Du coup, on avait quand même un tableau d'hypovolémie avec des troubles ioniques, hyponatrémie, hypercalémie, avec cette myalodérbie aussi cliniquement, tout ça, mais voilà, insuffisance surrénalienne aiguë, voilà.
Donc, le traitement, donc avant les résultats, donc là, on attend l'hormono, mais on va traiter dès la suspicion avec l'hydrocortisone 100 mg. Donc, en IVD, on peut utiliser aussi la voie intramusculaire, et puis après le relais en IVSE. Donc là, si c'est un état de choc, on peut discuter bien sûr les amines, et on continue le remplissage. Au final, l'hormone sort, on a un cortisol qui est extrêmement bas et un ACTH augmenté. Donc, il faudra réaliser le test de synexène à posteriori. On rappelle qu'on balance de l'ACTH et on voit s'il y a une réponse des surrénales. Si jamais le cortisol augmente, c'est que c'est une cause qui est tout simplement haute, et que du coup, c'est un problème hypophysaire. Si jamais la réponse est inadaptée, c'est un problème des surrénales. Donc là, on voit déjà que cortisol bas, ACTH augmenté, donc c'est plutôt une cause basse. Ça correspond aussi avec le reste du tableau, parce qu'il y avait des signes de défaillance de minéralocorticoïdes, parce qu'on avait une hypercalémie, parce qu'on n'a pas dans une insuffisance haute qui est uniquement corticotrophe. Donc là, si c'est bas, ça touche et les minéralo et les corticoïdes. Donc si c'est minéralo, on aura une hyperca et on aura surtout ce prolapsus par la perte de sel de la déficience en aldostérone. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une cause basse, on va explorer un un scanner abdominopelvien, et on a cet aspect. Cet aspect. Donc, en effet, on voit des surrénales qui sont totalement calcifiées sur des règles pathologiques. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme diagnostic? Exactement. On est dans un pays à forte incidence de tuberculose, on peut évoquer la tuberculose, donc on va l'explorer par une fonction de biopsie, et au final, on retrouve un granulome avec la nymphose caséeuse. Et en culture, on a du BK. Donc au final, c'est une tuberculose bilatérale et surrénale. Donc au total, on a fait une insuffisance surrénale aiguë sur une tuberculose bilatérale et surrénale. Il faut traiter, bien sûr, la crise, surtout si c'est un état de choc. Donc ce qui sauve, c'est l'hydrocortisone. Le traitement étiologique, ben là, au final, il y a une tuberculose qui a été sûrement mal traitée, on se rappelle les antécédents. Donc, il faut aussi traiter sa tuberculose. Donc, comme d'habitude, il faudra des thérapies pendant 2 mois, puis ensuite des thérapies pendant 4 mois. Attention aux interactions entre la rifampicine et l'hydrocortisone. Rifampicine, c'est un inducteur du cytochrome. P450, du coup, ça va modifier la réaction au glucocorticoïde. Et du coup, il va falloir majorer les doses de 2 à 3 fois. Traitement substitutif ensuite à vie. Alors, quand on a une symptomatologie clinique, c'est qu'il y a plus de 90% de la glande qui est nécrosée. Donc, il y a très peu de chances de récupération. Donc, on va passer traitement substitutif à vie. Donc, juste pour décrire un peu ce que j'ai vu dans les articles. Donc, en moyenne, 10 à 15 ans après la première infection tuberculeuse, comme d'habitude, une contamination respiratoire, puis ensuite dissémination hématogène ou par voie lymphatique, qui vont dans les organes richement vascularisés, donc le foie, la rate et les reins. Et la principale, en général, ça dissémine à partir d'une tuberculose urogénitale, donc qui part sur les surrénales. Bon, c'est comme la tuberculose urogénitale est très difficile à diagnostiquer, des fois asymptomatique, voilà, c'est un diagnostic qui peut souvent passer à la souci. Donc, symptomatique, voilà, c'est ce que je dis. Donc, au final, l'insuffisance surrénalienne aiguë, surtout, c'est ça la présentation. Pathologie rare mais grave. C'est carrément sous-diagnostiqué parce qu'on voit que ça peut se présenter juste par un tableau, de douleurs abdos, vomissements, nausées. Donc, ça peut passer pour voilà, juste une simple gastro-entérite. Et au final, bon, c'est quand même plus que ça. Ils pensaient dès qu'il y a un état de choc réfractaire. Donc, aux amines, on voit qu'on le remplit, il y a des amines, ça ne passe pas. Donc, pas hésiter à aller au histocortisone dès la suspicion, parce que c'est d'autant plus qu'il y a peu de. Ça va vraiment être délétère d'introduire de la cortisone sur des états de choc. C'est de plus en plus recommandé dans tous les états de choc sévères, réfractaires, que ce soit choc septique et même dans les chocs hémorragiques. Maintenant, c'est de plus en plus débattu. Et voilà, il ne faut pas oublier que c'est une localisation fréquente des tuberculoses extrapulmonaires, donc surtout là, urogénitale, comme j'ai dit, ça part souvent d'un produit urogénital. Et c'est déjà 20% des insuffisances surrénaliennes basses dans les pays développés. Donc, on peut imaginer que dans un pays à forte incidence de tuberculose comme la Guyane, c'est beaucoup plus. Sachant qu'il y a encore un siècle, quand Thomas Addison, qui a décrit justement la maladie d'Addison sur les autopsies, lui, en fait, décrivait la maladie d'Addison sur uniquement 95%, c'était des tuberculoses bilatérales et surrénales.
Donc, ça a beaucoup évolué avec la diminution de la tuberculose. Et maintenant, on appelle la maladie d'Addison, c'est juste le mécanisme auto-immun bas sur les masses. Voilà. Alors, il y a pour l'instant, en fait, comme l'hydrocortisone par anébiose assez importante, c'est un effet général cortisonique. Et du coup, tu n'as pas besoin de rajouter la l'hydrocortisone. Par contre, dans le traitement substitutif, après, si tu vas rajouter la l'hydrocortisone. Mais c'était haute. Tu as vu un dossier là aux urgences? Ouais, j'ai vu un dossier hyperclose. Alors, non, pas sur tuberculose, une ISA basse sur maladie d'Addison. Et comme j'ai eu de cette tuberculose active découverte fortuitement pulmonaire, ouais, je me suis dit que ça pourrait également. Ça va être intéressant, c'est quand même effectivement. Moi, je pense généralement, si vous pensez une sur la diabète, il faut doser la cortisonomie et par la suite fonctionner l'hydrocortisone. Dans les médias, et l'hydrocortisone l'idée. Donc, Ça va bien. On suspecte la substance sur la maladie. S'il y a des questions, je vais en avoir. Ouais, la présentation c'est parfaite, on n'a rien à dire. Ça a parlé un peu vite, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est ça. Mais tu as été transversal, tu as traité de tous les points, donc rien à dire. Parfait, ça doit faire un bon petit rappel. Et puis, quelque chose qui est quand même pas facile à diagnostiquer, on n'en voit pas beaucoup. Et en fait, tu peux vite merder, de dire que tu dis les chocs réfractaires et tu ne comprends pas. Et on a eu deux, trois cas comme ça où tu traînes dans le diagnostic. C'est vraiment un truc où tu traînes pas mal dans le diagnostic. Voilà, sur ta vignette clinique, il y a deux, trois trucs qui te tendent à aller vers là-bas, mais effectivement, c'est pas toujours. C'est souvent des vignettes dans la clinique un peu bâtardes, quoi. Mais très bien, super, merci beaucoup. Pas de question des côtés d'internes? Ok, super. Merci beaucoup. C'est toi demain? Ok, ça marche. Bon, on va demain avec la régulière. Oui, ouais. Ça rentre dans le tableau, c'est contre-régulation, c'est ça. Finalement, c'est la même normale du policier. Ok, merci beaucoup.